Pour comprendre l'héritage brutal du règne de Staline, il faut examiner ses premières années. Le parcours de Joseph Staline pour devenir l'un des dictateurs les plus redoutés de l'histoire a commencé dans une petite ville de Géorgie, partie de l'Empire russe. Né en 1878 sous le nom de Joseph Vissarionovitch Djougachvili, ses premières années furent marquées par la misère, la violence et un profond sentiment d'isolement. Son père était un alcoolique abusif qui le battait régulièrement, ainsi que sa mère, ce qui affecta profondément le jeune Staline et influença son approche future du leadership. Son enfance fut également marquée par la maladie. La variole lui laissa un visage marqué par des cicatrices et un accident à 12 ans endommagea définitivement son bras gauche. Ces épreuves le durcirent, lui donnant une résilience qui deviendrait plus tard une partie de son personnage de dirigeant au caractère inflexible. Le côté rebelle de Staline se manifesta lors de son passage au séminaire religieux, où sa mère l'envoya dans l'espoir qu'il devienne prêtre. Mais Staline avait peu d'intérêt pour le respect des règles. Il se querellait avec ses professeurs, sortait en cachette la nuit et montrait un intérêt croissant pour les idées radicales. En 1899, il fut expulsé, et c'est à cette époque que son intérêt pour la politique révolutionnaire s'intensifia. Il commença à fréquenter des mouvements clandestins visant à renverser le régime tsariste, ce qui le conduisit vers la révolution bolchevique. Lorsque Lénine mena les bolcheviks au pouvoir après la révolution de 1917, Staline était à ses côtés. Cependant, la véritable ascension de Staline au pouvoir ne commença qu'après que la santé de Lénine se mit à décliner au début des années 1920. Staline avait déjà assuré une position importante au sein du Parti communiste, ce qui lui donnait de l'influence sur les nominations et la direction du parti. Lorsque Lénine subit une attaque en 1922, Staline saisit l'occasion de se positionner comme le successeur en attente. Lénine se méfiait de Staline et avait mis en garde contre lui, le qualifiant de « trop rude » dans son fameux testament. Cependant, Staline s'assura que ce testament soit enterré, et la mort de Lénine en 1924 lui donna l'occasion de consolider son contrôle. Léon Trotsky, successeur probable de Lénine, était l'un des plus grands rivaux de Staline. Penseur brillant et chef militaire, Trotsky était vu par beaucoup comme le choix naturel pour diriger après la mort de Lénine. Mais Staline avait d'autres plans. Il défie Trotsky en s'alignant avec différents segments au sein du Parti communiste pour l'isoler et le discréditer. Les appels de Trotsky à une révolution communiste mondiale ne concordèrent pas avec la vision de Staline de se concentrer sur la construction du socialisme dans un seul pays. En 1929, Staline exila Trotsky et en 1940, il ordonna son assassinat. Cette élimination brutale de son rival consolida la position de Staline en tant que dirigeant incontesté de l'Union soviétique. L'ascension de Staline au pouvoir ne se limitait pas à des manœuvres politiques. Elle impliquait également des activités criminelles. Avant la Révolution, Staline était profondément impliqué dans le financement des activités bolcheviques par des moyens illégaux. L'un de ses actes les plus célèbres fut le braquage de banque de Tiflis en 1907, où sa bande attaqua une diligence transportant de l'argent dans les rues de Tiflis, actuelle Tbilissi. Le vol fut perpétré en plein jour, faisant 40 morts. Cet événement choqua le public, mais permit de renflouer les caisses des bolcheviks finançant leur révolution. Ce n'était pas la seule incursion de Staline dans le crime violent. Tout au long de sa carrière révolutionnaire, il organisa plusieurs autres vols et actes violents, tous au nom de la cause bolchevique. Ces actions posèrent les bases des tactiques brutales qu'il utiliserait plus tard en tant que dirigeant de l'Union soviétique. La violence, la terreur et l'intimidation étaient des outils qu'il maîtrisait dès le début et qui devinrent centraux dans son approche lorsqu'il commença à renforcer son emprise sur le pouvoir. Une fois son pouvoir assuré, Staline tourna son attention vers la consolidation de son contrôle sur les diverses populations au sein de l'Union soviétique. En tant que commissaire aux nationalités, Staline supervisa les différents groupes ethniques du pays, en particulier ceux avec des mouvements nationalistes menaçant l'unité de l'État soviétique. Sa réponse était souvent brutale. Lorsque les communistes géorgiens tentèrent d'affirmer leur indépendance vis-à-vis de Moscou au début des années 1920, Staline, lui-même géorgien, n'hésita pas à ordonner à l'armée rouge d'écraser le mouvement. Sa dureté envers son propre peuple
montrait qu'aucun groupe, même proche de ses origines, n'était à l'abri de sa violence. Les Tatars, un autre groupe ethnique au sein de l'Union soviétique, subirent un traitement encore plus sévère. Staline les voyait comme une menace, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il les accusa de collaborer avec les nazis. En 1944, il ordonna la déportation massive de toute la population tatare de Crimée vers l'Asie centrale. Des milliers moururent durant le trajet, entassés dans des trains surpeuplés avec peu de nourriture ou d'eau. Les survivants furent contraints de vivre en exil, loin de leur patrie, dans des conditions difficiles qui causèrent encore plus de décès. Cet acte de nettoyage ethnique n'était qu'un exemple de l'approche brutale de Staline pour maintenir le contrôle sur les nombreuses minorités de l'Union soviétique. Cependant, l'utilisation de la terreur et de la force par Staline ne se limitait pas aux opposants politiques ou aux minorités ethniques, elle faisait partie intégrante de son style de leadership. Il avait appris dès son plus jeune âge que la violence pouvait être un outil efficace pour atteindre ses objectifs, et en tant que dirigeant de l'Union soviétique, il appliqua cette leçon à une échelle massive. L'ascension de Staline au pouvoir reposait sur une fondation de peur et de violence. Son règne de terreur ne faisait que commencer, et les graines du génocide et de la répression de masse étaient déjà semées. Chapitre 2. La famine soviétique. Causer la mort par la famine. La famine soviétique de 1932 à 1933, connue sous le nom de Holodomor, est l'un des chapitres les plus sombres du règne de Staline. Cette catastrophe causée par l'homme a dévasté l'Ukraine, entraînant la mort de millions de personnes par la famine sous la bannière des politiques de collectivisation soviétique. La famine n'était pas un accident malheureux ou une catastrophe naturelle. Elle était le résultat direct des politiques et décisions de Staline, conçues pour écraser le nationalisme ukrainien et sécuriser le contrôle soviétique sur la région. Au début des années 1930, Staline poussa fortement à la collectivisation à travers l'Union soviétique. Son objectif était de forcer les paysans à abandonner leurs petites fermes et à rejoindre des fermes collectives où l'État contrôlerait toute la production agricole. Pour Staline, la collectivisation était importante pour moderniser l'économie soviétique et stimuler la production industrielle. Cependant, cela eut un coût terrible pour les millions de fermiers qui y résistèrent, surtout en Ukraine, qui était connu comme le grenier de l'Union soviétique. L'Ukraine avait toujours été un problème pour Moscou. Les gens y étaient fiers de leur identité distincte et avaient des mouvements nationalistes forts qui menaçaient l'unité soviétique. Staline considérait le nationalisme ukrainien comme une menace sérieuse et il était déterminé à le briser. L'un des moyens qu'il employa fut d'imposer des quotas de réquisition de céréales impossiblement élevés aux fermiers ukrainiens. Ces quotas obligeaient les paysans ukrainiens à remettre presque tout le grain qu'ils produisaient à l'État, les laissant avec presque rien à manger. Alors que des rapports de pénuries alimentaires croissantes commençaient à émerger, Staline refusa de reconnaître la crise. Au lieu de cela, il redoubla d'efforts, augmentant les quotas et accusant les paysans ukrainiens de retenir le grain comme un acte de rébellion. Les responsables locaux, terrifiés à l'idée d'être considérés comme des échecs dans leurs fonctions, commencèrent à falsifier les rapports de production pour donner l'impression que les objectifs étaient atteints. Ces faux rapports ne firent qu'aggraver la situation, car l'État exigeait plus de céréales sur la base de ces chiffres gonflés. À mesure que les quotas de Staline vidaient la campagne de sa nourriture, la famine s'aggrava. En 1932, la situation était catastrophique. Des villages entiers en Ukraine mouraient de faim. Les gens en vinrent à manger tout ce qu'ils pouvaient trouver, y compris de l'écorce d'arbres, des feuilles et même des rats, simplement pour survivre. Il y eut même des rapports de cannibalisme, alors que des familles désespérées tentaient de repousser la mort. Pourtant, Staline ne montra aucune pitié. Au lieu de fournir des secours, il scella les frontières de l'Ukraine, empêchant la nourriture d'entrer dans la région. La police secrète soviétique, le NKVD, fut déployée pour faire respecter les réquisitions de céréales, allant de porte en porte pour confisquer de la nourriture et punir quiconque était surpris en train de la cacher. La motivation de Staline était claire. Il voulait écraser le nationalisme ukrainien en brisant la population rurale. Le but de la famine était de punir les fermiers dissidents tout en éradiquant l'identité ukrainienne. En affamant des millions de personnes, Staline espérait affaiblir l'esprit ukrainien et forcer la population à se soumettre à la domination soviétique. Et à bien des égards, cela a fonctionné.
À la fin de 1933, entre 3 et 10 millions d'Ukrainiens étaient morts de faim. Ce nombre énorme de décès a laissé une cicatrice permanente en Ukraine, une cicatrice qui hante encore le pays aujourd'hui. L'héritage de l'Holodomor reste un point de douleur profonde et de controverse. Alors que beaucoup en Occident et en Ukraine le qualifient de génocide, le gouvernement russe continue de nier que la famine était un acte intentionnel de meurtre de masse. Pour le peuple ukrainien, cependant, l'Holodomor est perçu comme une tentative délibérée d'exterminer leur nation. Dans les années qui suivirent la famine, Staline ne reconnut jamais publiquement la tragédie et la propagande soviétique présenta la collectivisation comme un grand succès. La souffrance de millions de personnes fut balayée sous le tapis et la vérité sur la famine fut enterrée. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique que l'ampleur de l'Holodomor commença à être reconnue internationalement. Le débat sur la question de savoir si l'Holodomor doit être classé comme un génocide est encore en cours. Certains soutiennent que les actions de Staline répondent aux critères du génocide parce qu'elles visaient à détruire le peuple ukrainien en les ciblant par la famine. D'autres, cependant, affirment que la famine faisait partie d'une politique soviétique plus large de collectivisation, qui a affecté de nombreuses autres régions en plus de l'Ukraine, et ne devrait donc pas être considérée comme une extermination intentionnelle d'un groupe ethnique. Indépendamment de la façon dont l'Holodomor est classé, son impact sur les relations entre l'Ukraine et la Russie ne peut être sous-estimé. Pour de nombreux Ukrainiens, la famine est un symbole de l'oppression russe et un rappel de la cruauté du régime soviétique. Ces dernières années, la mémoire de l'Holodomor a pris une nouvelle signification alors que les tensions entre l'Ukraine et la Russie se sont intensifiées, en particulier après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et son invasion de l'Ukraine en 2022. De nombreux Ukrainiens voient l'Holodomor comme faisant partie d'une longue histoire de tentatives russes de dominer et de contrôler leur pays, et la famine est devenue un symbole de résistance contre l'oppression étrangère. Chapitre 3. Exil vers nulle part. Les déportations et le déplacement du peuple soviétique. Les déportations massives de Staline pendant la Seconde Guerre mondiale figurent parmi les politiques les plus brutales qu'il ait mises en œuvre, ciblant des groupes ethniques entiers qu'il considérait comme déloyaux envers les idéaux soviétiques. Ces déplacements forcés visaient à écraser la résistance et à anéantir des communautés entières. Des groupes ethniques comme les Tatars de Crimée, les Tchétchènes et d'autres devinrent les victimes de la paranoïa de Staline et de son besoin de maintenir un contrôle strict sur la population diversifiée de l'Union soviétique. Ces déportations laissèrent derrière elles un héritage de souffrance qui affecte encore aujourd'hui ces groupes. Les Tatars de Crimée furent parmi les premiers à subir la colère de Staline. Leur foyer, la Crimée, faisait partie de leur identité depuis des siècles. Mais cela n'empêcha pas Staline de les cibler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline accusa les Tatars de collaborer avec les nazis, bien que de nombreux Tatars aient combattu pour l'Union soviétique. En 1944, Staline ordonna au NKVD, la police secrète soviétique, de déporter toute la population tatare de Crimée. Les gens furent prévenus à peine ou pas du tout. Les familles furent arrachées de leur foyer, forcées de tout laisser derrière elles et entassées dans des trains surchargés en direction de l'Asie centrale. Les conditions dans ces trains de déportation étaient horrifiantes. Les gens étaient entassés comme des animaux, avec à peine assez d'espace pour se tenir debout. Ils n'avaient presque pas de nourriture, peu d'eau et aucune installation sanitaire. Le voyage dura des semaines, et les malades, les personnes âgées et les jeunes enfants furent les premiers à mourir. Lorsque le train arriva en Ouzbékistan, des milliers de Tatars de Crimée étaient déjà morts de faim, de maladie ou d'exposition aux éléments. Pour ceux qui survécurent au voyage, la vie en exil n'était guère meilleure. Le gouvernement soviétique n'avait pris aucune disposition pour leur arrivée, et les Tatars furent laissés à eux-mêmes dans des lieux hostiles et inconnus, où ils étaient considérés comme des ennemis par la population locale. Les Tchétchènes furent également pris pour cible par Staline. Tout comme les Tatars, ils avaient une histoire de résistance à la domination russe, et Staline les voyait comme une menace pour le contrôle soviétique. En 1944, les populations tchétchènes et ingouches furent rassemblées et déportées au Kazakhstan et en Sibérie. La déportation suivit le même schéma brutal que celui imposé aux Tatars. Les gens eurent à peine le temps de préparer leurs affaires, furent rassemblés dans des trains comme du bétail et envoyés en exil.
Les conditions dans les trains étaient cauchemardesques. Les gens étaient entassés dans des wagons sales et surpeuplés, sans nourriture ni eau pendant des jours. Beaucoup moururent avant d'atteindre leur destination, et ceux qui tentèrent de s'échapper furent abattus sur place. Le nombre de morts durant ces déportations était immense. On estime qu'entre 30 et 50% de la population tchétchène est morte soit durant le voyage, soit peu après son arrivée dans les nouvelles régions assignées. Une fois arrivés, les survivants furent livrés à eux-mêmes dans des régions éloignées et désolées. Le gouvernement soviétique ne leur fournit ni logement, ni nourriture, ni soins médicaux. Les gens furent obligés de construire des abris de fortune et de survivre avec ce qu'ils pouvaient trouver. Les locaux les traitaient souvent avec hostilité, les voyant comme des traîtres et des ennemis. Pour beaucoup, la survie était une lutte quotidienne, et le traumatisme des déportations hanta ces communautés pendant des générations. Même après la mort de Staline en 1953, bon nombre de groupes ethniques exilés ne furent pas autorisés à rentrer chez eux pendant des décennies. Les Tatars de Crimée, par exemple, furent interdits de retour en Crimée jusqu'à la fin des années 1980, bien après la fin du règne de Staline. Quand ils furent enfin autorisés à revenir, beaucoup de leurs maisons avaient été occupées par d'autres, et leur patrimoine culturel avait été effacé. Les cimetières avaient été détruits, et une grande partie de leurs terres était perdue. Pour beaucoup de Tatars, retourner en Crimée ne ressemblait pas à un retour chez eux. C'était comme revenir dans un lieu qui n'existait plus. Les Tchétchènes rencontrèrent des problèmes similaires. Même s'ils furent finalement autorisés à revenir dans leur terre natale, ils retournèrent dans une région encore sous un contrôle soviétique rigide. Le traumatisme des déportations persista pendant des années, entraînant un ressentiment profond envers les gouvernements soviétiques puis russes. Cette colère joua un rôle important dans les guerres de Tchétchénie des années 1990 et du début des années 2000, alors que le peuple tchétchène luttait pour son indépendance vis-à-vis de la domination russe. Les effets à long terme des politiques de déportation de Staline furent dévastateurs. Ces déportations détruisirent des communautés et effacèrent des identités culturelles. Des générations entières de Tatars de Crimée, de Tchétchènes et d'autres groupes ethniques grandirent en exil, loin de leurs racines, coupés de leurs traditions culturelles. Beaucoup de ces groupes perdirent non seulement leur foyer, mais aussi leur sentiment d'identité. Les relocalisations forcées brisèrent des familles, des communautés et des modes de vie qui existaient depuis des siècles. Pour Staline, les déportations étaient un moyen de maintenir le contrôle. Il croyait que tout groupe présentant ne serait-ce qu'une légère menace pour l'unité soviétique devait être éliminé. Son but était de créer une identité soviétique homogène où le nationalisme ethnique n'avait pas sa place. Mais en réalité, ces déportations ne firent qu'approfondir les divisions au sein de l'Union soviétique. Les groupes ethniques déplacés n'oublièrent jamais les horreurs qu'ils avaient endurées, et leur amertume envers le régime soviétique persista pendant des générations. Aujourd'hui, l'héritage de ces déportations se fait encore sentir dans l'ex-Union soviétique. Les Tatars de Crimée, les Tchétchènes et d'autres continuent de lutter avec le traumatisme de leurs déplacements forcés. Pour les Tatars, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a ravivé les souvenirs douloureux des ordres de déportation de Staline. Beaucoup de Tatars craignent que l'histoire puisse se répéter et restent méfiants vis-à-vis de la domination russe. Chapitre 4. Le sang de la trahison, la Grande Purge et les procès de Moscou. La Grande Purge, une période allant de 1936 à 1938, vit Staline initier une vague de terreur visant à éliminer toute personne qu'il considérait comme une menace potentielle. La purge ciblait les rivaux politiques, les intellectuels, les chefs militaires et même les citoyens ordinaires, redéfinissant la société soviétique et consolidant le contrôle de Staline sur la nation. La brutalité de cette époque est évidente dans le nombre énorme de vies perdues et ruinées. La paranoïa de Staline croissait depuis des années. Après avoir pris le pouvoir avec succès après la mort de Lénine et éliminé son rival Trotsky, Staline commença à craindre que d'autres puissent se soulever contre lui. Sa méfiance s'étendait même à ceux au sein de son propre parti communiste, ainsi qu'aux dirigeants militaires et aux citoyens ordinaires soviétiques. Cette peur fut exacerbée par l'assassinat de Sergueï Kirov, un chef de parti populaire, en 1934. La mort de Kirov, que ce soit par la faute de Staline ou non,
devint le prétexte de la répression violente de Staline contre les supposés ennemis de l'État. La propagande devint l'outil de Staline pour justifier la terreur. Le peuple soviétique fut bombardé de messages sur les ennemis de l'intérieur, des personnes censées comploter pour renverser le gouvernement et détruire la révolution. Staline les qualifia de contre-révolutionnaires ou de trotskistes, laissant entendre que n'importe qui pouvait être un traître. Cet environnement de peur et de suspicion se répandit dans toute l'Union soviétique et posa les bases de la purge par Staline de ceux-là même qui l'avaient autrefois aidé à accéder au pouvoir. Un point central de la purge fut les procès de Moscou. Les cibles de Staline comprenaient des membres de haut rang du parti comme Nikolaï Boukharine et Grigori Zinoviev, qui avaient tous deux joué des rôles clés dans la révolution bolchevique. À la fin des années 1930, Staline les considérait comme des menaces potentielles et décida qu'ils devaient être éliminés. Les procès étaient des événements très médiatisés, conçus pour montrer au peuple soviétique que ces communistes autrefois loyaux avaient trahi la révolution. Les accusés furent eux soumis à des tortures brutales, forcés de confesser des crimes qu'ils n'avaient pas commis et exposés à la nation en tant que traîtres. Boukharine, Zinoviev et d'autres furent accusés de collaborer avec des gouvernements étrangers, de comploter pour assassiner Staline et de travailler avec Trotsky pour détruire l'État soviétique. Sous une contrainte extrême, ils confessèrent ces accusations fabriquées, sachant pertinemment que leur sort était déjà scellé. La plupart furent condamnés à mort. Boukharine, autrefois un allié clé de Lénine, fut exécuté en 1938 et Zinoviev connut un sort similaire en 1936. La torture était systématiquement utilisée pour extorquer ses confessions. Les prisonniers étaient battus, privés de sommeil et torturés psychologiquement jusqu'à ce qu'ils cèdent. Le NKVD, la police secrète de Staline, se faisait un point d'honneur d'obliger même les individus les plus résilients à admettre leur culpabilité. Les confessions étaient essentielles pour la stratégie de Staline, non pas parce qu'il avait besoin de preuves, mais parce qu'elles renforçaient son contrôle. En faisant avouer ces figures puissantes, Staline envoyait un message clair au peuple soviétique. Personne n'était à l'abri de la suspicion et n'importe qui pouvait être purgé. Mais la terreur ne s'arrêta pas aux hauts fonctionnaires. La paranoïa de Staline s'étendit à tous les niveaux de la société. Plus d'1,5 million personnes furent arrêtées pendant la Grande Purge et au moins 700 000 furent exécutés. Des citoyens ordinaires, des ouvriers, des intellectuels et des artistes furent emportés par les arrestations. Le NKVD encourageait les gens à dénoncer leurs voisins, collègues et même membres de leur famille. Une fois accusés, il y avait peu d'espoir de s'en sortir. Beaucoup étaient arrêtés en pleine nuit pour ne plus jamais être revus. Ceux qui n'étaient pas exécutés étaient envoyés au goulag, un système de camps de travail répartis dans toute l'Union soviétique. Les ennemis de Staline étaient envoyés dans ces camps pour travailler dans des conditions brutales. Le goulag devint un lieu de mort pour des millions de personnes. Entre 1930 et 1953, on estime que 18 millions de personnes passèrent par le système du goulag, avec plus d'1,5 million morts en raison des conditions sévères. Ces camps étaient situés dans certains des endroits les plus isolés de l'Union soviétique, y compris les étendues gelées de la Sibérie et les déserts d'Asie centrale. L'un des camps les plus célèbres était Kolyma, situé dans l'extrême est de la Sibérie. Les prisonniers à Kolyma étaient contraints de miner de l'or et d'autres minéraux dans des températures en dessous de zéro, avec peu de nourriture ou de vêtements appropriés. Le nombre de morts à Kolyma était énorme. On estime que sur 1,2 million prisonniers envoyés à Kolyma, environ 300 000 à 500 000 moururent d'épuisement, de faim et d'exposition. Dans certains cas, les prisonniers recoururent au cannibalisme dans leur désespoir de survivre. Kolyma devint un symbole de l'inhumanité des camps de travail de Staline, mais ce n'était pas le seul camp où de telles horreurs se produisirent. La purge détruisit l'armée soviétique. Staline, craignant que les dirigeants de l'armée rouge ne se retournent contre lui, ordonna l'arrestation et l'exécution de dizaines de milliers d'officiers. Entre 1937 et 1938, plus de 30 000 officiers militaires furent purgés, y compris 3 des 5 maréchaux, 14 des 16 commandants d'armée et environ 75 des 80 membres du Conseil militaire suprême. Cette décimation du commandement de l'armée rouge affaiblit dangereusement la force militaire soviétique, une vulnérabilité qui devint trop évidente
lorsque l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique en 1941. La décision de Staline de purger l'armée contribua probablement aux pertes énormes que l'armée rouge subit au début de la Seconde Guerre mondiale. La communauté intellectuelle souffrit également énormément pendant la purge. De nombreux esprits les plus brillants de l'Union soviétique, y compris des scientifiques, des écrivains et des artistes, furent arrêtés, exécutés ou envoyés au goulag. La peur d'être étiqueté ennemi de l'État limitait la créativité et l'innovation. Ceux qui restaient libres étaient forcés de se conformer aux strictes attentes de l'État soviétique, produisant des œuvres qui glorifiaient Staline et le Parti communiste. La culture et la science soviétique stagnèrent en conséquence, et l'impact à long terme de cette purge intellectuelle se fit sentir pendant des décennies. À la fin de la Grande Purge, en 1938, Staline avait éliminé tout rival potentiel et assuré sa mainmise sur le pouvoir. L'Union soviétique était fermement sous son contrôle, mais le coût fut immense. La purge détruisit toute une génération de dirigeants, de penseurs et d'officiers militaires. La force militaire et les capacités intellectuelles de l'Union soviétique étaient gravement affaiblies, et la culture de la peur instaurée par Staline continua de dominer la vie soviétique. Chapitre 5. Trahison et effusion de sang. Les atrocités de guerre de Staline et ses ambitions génocidaires. Au fur et à mesure que la guerre se déroulait, la paranoïa de Staline et sa soif de contrôle entraînèrent la mort de millions de personnes, y compris l'exécution délibérée de milliers d'officiers polonais lors de ce qui est devenu connu sous le nom de massacre de Katyn. Staline entra également dans une alliance temporaire et cynique avec Hitler, une décision qui eut des conséquences dévastatrices pour l'Europe de l'Est. Et lorsque la guerre prit fin, Staline se retourna contre ses propres soldats qui avaient été faits prisonniers de guerre, les traitant avec méfiance et en envoyant beaucoup mourir dans le goulag. L'un des actes les plus choquants de la brutalité de Staline en temps de guerre fut le massacre de Katyn. En 1940, après que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie eurent envahi et divisé la Pologne, Staline ordonna l'exécution de plus de 10 000 officiers militaires polonais, intellectuels et membres de l'élite polonaise. Ces hommes étaient considérés comme des menaces potentielles pour le contrôle soviétique de la Pologne, car ils représentaient le leadership et l'identité nationale du pays. Les exécutions furent menées avec une efficacité glaçante. Les officiers polonais furent emmenés dans la forêt de Katyn et abattus d'une balle dans la nuque, leurs corps enterrés dans des fosses communes. Pendant des décennies, l'Union soviétique nia sa responsabilité dans le massacre, accusant à la place les nazis. Ce n'est qu'aux années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, que des documents déclassifiés révélèrent finalement la vérité. Staline avait personnellement signé l'ordre de leur exécution. Le massacre de Katyn n'avait pas pour seul but d'éliminer le leadership militaire de la Pologne, il visait à anéantir la capacité du pays à résister à la domination soviétique. En exécutant ces hommes, Staline espérait affaiblir l'esprit national polonais et préparer le terrain pour le contrôle soviétique de la région. Le massacre demeura l'un des secrets les mieux gardés du régime de Staline et pendant des années, les familles des victimes ne savaient pas ce qu'il était advenu de leurs proches. La découverte des fosses communes en 1943, lorsque les nazis exhumèrent les corps lors de leur occupation de la région, révéla brièvement l'atrocité, mais les soviétiques la dissimulèrent rapidement. Le massacre de Katyn reste un symbole puissant de la cruauté de Staline et de sa volonté de commettre un génocide pour atteindre ses objectifs politiques. La volonté de Staline de collaborer avec Hitler dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale révéla également son approche cynique de la géopolitique. En août 1939, à quelques semaines du début de la guerre, Staline signa le pacte Molotov-Ribbentrop avec l'Allemagne nazie. Ce pacte de non-agression choqua le monde, car il réunissait deux régimes idéologiquement opposés. Mais pour Staline, c'était une décision calculée. Le pacte incluait un protocole secret qui divisait l'Europe de l'Est en zones d'influence, permettant à l'Union soviétique d'occuper la moitié est de la Pologne après l'invasion allemande en septembre 1939. La collaboration entre Staline et Hitler dans le partage de la Pologne fut un acte de trahison envers le peuple polonais et les principes que Staline prétendait défendre. Selon les termes du pacte, les nazis et les soviétiques pouvaient diviser la Pologne à leur guise. L'occupation soviétique de la Pologne orientale fut brutale.
Des milliers de Polonais furent arrêtés, déportés ou exécutés, Staline cherchant à prendre le contrôle de la région. Les symboles nationaux polonais furent détruits et les dirigeants politiques et intellectuels du pays furent systématiquement ciblés. La trahison de la Pologne par Staline ne s'arrêta pas avec son alliance avec Hitler. Lorsque la guerre tourna et que l'Allemagne envahit l'Union soviétique en juin 1941, la collaboration de Staline avec les nazis se retourna contre lui. L'Union soviétique se retrouva confrontée à la pleine puissance de l'armée allemande et l'occupation de la Pologne devint un champ de bataille majeur dans la lutte contre les nazis. Les graines de la trahison de Staline avaient été semées des années plus tôt et maintenant, alors que des millions de soldats soviétiques combattaient et mouraient dans la guerre. Les conséquences de son alliance cynique avec Hitler devenaient douloureusement évidentes. Mais la cruauté de Staline ne se limitait pas aux ennemis étrangers. Il se retourna également contre ses propres soldats. Les soldats soviétiques qui avaient été capturés par les Allemands et plus tard rapatriés après la guerre ne furent pas accueillis en héros. Au contraire, Staline les considérait avec une profonde méfiance. Il croyait que tout soldat qui avait été capturé par l'ennemi devait avoir été compromis et craignait que ces soldats de retour aient été influencés par les idéologies occidentales ou nazies. Plutôt que de réintégrer ces soldats dans la société soviétique, Staline les fit arrêter, interroger et souvent envoyer au goulag. Le traitement des prisonniers de guerre, PG soviétiques, fut dur et impitoyable. On estime que 5 700 000 soldats soviétiques furent capturés par les Allemands pendant la guerre et qu'environ 3 300 000 d'entre eux moururent en captivité en raison de la faim, des maladies et des conditions brutales. Ceux qui survécurent et furent rapatriés après la guerre furent soumis à un examen sévère par le régime de Staline. On estime qu'entre 1 500 000 et 2 millions de prisonniers de guerre soviétiques furent envoyés dans des camps de travail ou exécutés à leur retour. Staline les voyait comme des traîtres potentiels, et plutôt que de reconnaître leurs souffrances, il les punissait pour le simple fait de leur capture. Le tristement célèbre Ordre numéro 270, émis par Staline en août 1941, déclarait que tout soldat soviétique qui se laissait capturer par l'ennemi était un traître et un lâche. Cet ordre renforça la conviction de Staline que la reddition était inacceptable et posa les bases du traitement brutal des prisonniers de guerre de retour après la guerre. Beaucoup de ces soldats avaient enduré des épreuves inimaginables dans les camps de prisonniers nazis, pour ensuite être punis par leur propre gouvernement à leur retour chez eux. Le traitement que Staline réserva tant aux groupes étrangers qu'aux groupes nationaux pendant la Seconde Guerre mondiale montra son mépris total pour la vie humaine. L'héritage de ces actions se fait encore sentir aujourd'hui, en particulier dans les relations tendues entre la Russie, la Pologne et d'autres nations d'Europe de l'Est qui ont souffert sous le règne de Staline. Chapitre 6. Génocide culturel, la destruction de la religion et de l'identité sous Staline. La campagne de Staline contre la religion et l'identité culturelle fut aussi impitoyable que ses autres politiques génocidaires, et elle fut menée avec le même niveau d'efficacité froide. Son objectif était de transformer l'Union soviétique en une société athée, dirigée par l'État, où les traditions locales et les croyances religieuses étaient considérées comme des menaces au contrôle de l'État. La vision de Staline ne laissait aucune place aux différences religieuses ou culturelles, et ses efforts pour les effacer dévastèrent des millions de personnes à travers l'Union soviétique. L'une des cibles principales de Staline était la religion, et l'Église orthodoxe russe fut la plus touchée par son attaque. L'Église avait été une institution puissante dans la société russe pendant des siècles, et Staline la considérait comme une menace directe pour son autorité. Entre 1928 et 1941, près de 100 000 prêtres, moines et nonnes furent arrêtés, et beaucoup d'entre eux furent exécutés ou envoyés dans des camps de travail. En 1939, seulement environ 500 églises restaient ouvertes à travers l'Union soviétique, contre plus de 50 000 avant la révolution bolchevique. Cela signifie que près de 90% de toutes les églises orthodoxes furent soit détruites, soit transformées durant le règne de Staline, réduisant drastiquement l'influence de l'Église sur la société soviétique. Les dirigeants religieux furent particulièrement ciblés. La police secrète de Staline, le NKVD, arrêta des milliers de prêtres et d'évêques, les accusant d'activités contre-révolutionnaires ou les qualifiant d'ennemis de l'État. En 1937 seulement,
85 000 personnes furent exécutées, dont beaucoup étaient des figures religieuses. Un exemple bien connu est celui du patriarche Tikhon, chef de l'Église orthodoxe russe, qui fut arrêté et mourut dans des circonstances suspectes en 1925. L'État veille à ce que les chefs religieux soient écartés de la vie publique, réduisant ainsi à néant tout potentiel d'opposition religieuse organisée. Les communautés islamiques souffrirent également sous les politiques anti-religieuses de Staline, dans des régions comme l'Asie centrale et le Caucase, où l'islam était profondément enraciné. La répression de Staline fut dévastatrice. Des milliers de mosquées furent détruites ou fermées, et les chefs religieux islamiques furent arrêtés ou exécutés. Par exemple, à la fin des années 1930, on estime que 25 000 clercs musulmans furent tués ou emprisonnés. Les écoles religieuses, appelées madrasas, furent fermées et les traditions islamiques furent interdites. Le régime soviétique chercha à détruire le lien profond entre ces régions et leur foi islamique, avec des effets dévastateurs. Rien qu'en Ouzbékistan, plus de 80% des mosquées furent fermées durant les purges de Staline, et la vie religieuse fut contrainte de se cacher. La guerre de Staline contre la religion visait à créer un État laïque et athée. En 1932, il lança une campagne promouvant l'éducation sans Dieu, diffusant l'idée que la religion était arriérée et anti-révolutionnaire. En 1937, plus de 70% des citoyens soviétiques s'identifiaient comme athées, en grande partie grâce aux efforts systématiques de Staline pour éradiquer la religion de la vie publique. Les fêtes religieuses n'étaient plus reconnues, et les enfants apprenaient à l'école que la croyance en Dieu était dépassée. L'objectif de Staline était clair: remplacer la foi religieuse par une loyauté absolue envers le Parti communiste. Mais l'attaque de Staline contre l'identité ne se limitait pas à la religion. Il ciblait également les identités culturelles et nationales des nombreux groupes ethniques de l'Union soviétique. L'URSS abritait des centaines d'ethnies différentes, chacune avec sa propre langue, culture et tradition. Staline considérait cette diversité comme une menace pour l'unité soviétique et lança donc une campagne pour supprimer les identités locales et les remplacer par une identité soviétique unifiée. La russification devint l'un de ses principaux outils pour atteindre cet objectif. La russification, l'imposition forcée de la culture et de la langue russe dans les régions non russes, faisait partie de la stratégie de Staline pour assimiler les minorités ethniques. Les langues locales étaient réprimées et le russe devenait la langue dominante dans le gouvernement, l'éducation et les médias. En 1938, le russe devint une matière obligatoire dans toutes les écoles soviétiques et dans de nombreuses régions, les enfants étaient instruits exclusivement en russe, même si ce n'était pas leur langue maternelle. Cette politique fut particulièrement sévère dans des régions comme l'Asie centrale, les États baltes et le Caucase, où les langues locales furent interdites dans les écoles et les institutions publiques. Au Kazakhstan, par exemple, la langue kazakhe fut retirée de l'usage officiel, et en une génération, de nombreux Kazakhs ne parlaient plus leur langue maternelle couramment. La répression de l'identité nationale par Staline ne se limitait pas à la langue. Il interdisait également les festivals traditionnels, les fêtes et les pratiques culturelles qu'il jugeait susceptibles de promouvoir un sentiment nationaliste. En Ukraine, les politiques de Staline pendant l'Holodomor visaient non seulement à affamer la population, mais aussi à écraser la culture et l'indépendance ukrainienne. Les publications en langue ukrainienne furent fermées, les symboles nationaux furent effacés, et toute expression de l'identité ukrainienne était considérée comme dangereuse. Partout en Union soviétique, les groupes ethniques qui résistaient au régime soviétique étaient étiquetés comme ennemis de l'État, et leur culture était systématiquement détruite. Les conséquences à long terme de la campagne de Staline contre la religion et l'identité culturelle furent sévères. Au moment de sa mort en 1953, la vie religieuse en Union soviétique avait pratiquement disparu. L'Église orthodoxe russe avait été réduite à l'ombre de ce qu'elle était autrefois, avec moins de 300 églises encore en activité à la fin du règne de Staline. L'islam, lui aussi, avait été poussé dans la clandestinité et de nombreuses communautés musulmanes luttaient pour maintenir leurs traditions vivantes, sous surveillance constante. Dans les décennies qui suivirent, les dommages causés à ces cultures devinrent apparents, notamment dans les États post-soviétiques, où les efforts pour retrouver les traditions perdues furent difficiles et lents.
Dans des régions comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, les effets des politiques de russification de Staline se font encore sentir aujourd'hui, alors que de nombreuses personnes peinent à se reconnecter à leurs racines culturelles après des années d'assimilation forcée. Chapitre 7. Le silence de la complicité. Comment les génocides de Staline ont été couverts et oubliés. Les politiques génocidaires de Staline ont laissé des millions de morts, mais pendant des décennies, la vérité sur ces atrocités est restée cachée au monde. Par la propagande, la censure et la manipulation, le régime de Staline a pu contrôler le récit, supprimant toute information qui contredisait l'image de progrès et d'unité en Union soviétique. Même en dehors de l'URSS, les crimes de Staline furent souvent minimisés ou ignorés, les gouvernements et intellectuels occidentaux se concentrant sur la nécessité de contrer l'Allemagne nazie plutôt que de confronter les horreurs qui se déroulaient en Union soviétique. Ce n'est qu'après la mort de Staline et avec la chute de l'Union soviétique que des efforts ont été faits pour découvrir la vérité et rechercher une reconnaissance pour les millions de personnes qui ont souffert sous le règne génocidaire de Staline. La propagande fut l'un des outils les plus puissants de Staline pour contrôler le récit. Les médias soviétiques étaient étroitement contrôlés par l'État et toute mention de famine, de déportation massive ou de purge était strictement censurée. À la place, le peuple soviétique était nourri d'un flux constant d'histoires sur les progrès industriels, les succès de l'agriculture collective et la prétendue unité des républiques soviétiques. Staline était dépeint comme un dirigeant sage et bienveillant, guidant l'Union soviétique vers un avenir meilleur. La réalité de millions de morts dans des famines comme l'Holodomor ou dans des camps de travail comme le Goulag était cachée à la fois au public soviétique et au monde extérieur. La censure joua un rôle majeur dans le maintien de la vérité sur les génocides de Staline dans l'ombre. Au début des années 1930, alors que des millions de personnes mourèrent de faim en Ukraine à cause des politiques de collectivisation forcée de Staline, des journalistes étrangers furent invités à visiter l'Union soviétique. Mais ils furent soigneusement dirigés vers des fermes modèles et des régions prospères, loin de la catastrophe qui se déroulait dans les campagnes. La vérité sur l'Holodomor ne commença à émerger que bien plus tard, lorsque des survivants et des Ukrainiens exilés commencèrent à partager leurs histoires. Même alors, les responsables soviétiques continuèrent de nier que la famine était causée par l'homme, blâmant le mauvais temps et les mauvaises récoltes au lieu de reconnaître le rôle de Staline dans la famine délibérée de millions de personnes. En dehors de l'Union soviétique, il y avait une réticence à confronter les crimes de Staline, en particulier pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements occidentaux, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, considéraient l'Union soviétique comme un allié important dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Exposer les atrocités de Staline aurait pu compromettre cette alliance. Il n'y avait donc que peu d'incitation à enquêter sur ce qui se passait vraiment derrière le rideau de fer. En fait, certains intellectuels et journalistes occidentaux défendaient activement le régime de Staline. Un exemple célèbre de complicité occidentale dans la dissimulation des crimes de Staline est celui du journaliste du New York Times, Walter Duranty, qui était basé à Moscou au début des années 1930. Malgré les preuves accablantes de la famine en Ukraine, Duranty rapporta qu'il n'y avait pas de famine et que toute pénurie alimentaire était exagérée par des éléments anti-soviétiques. Ces rapports trompeurs contribuèrent à façonner l'opinion publique en Occident et permirent à Staline de poursuivre ses politiques avec peu de critiques internationales. Duranty reçut même le prix Pulitzer pour ses reportages, une décision qui a été largement condamnée dans les années suivantes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'attention se porta sur la reconstruction de l'Europe et la lutte contre la montée des sympathisants nazis, et une fois de plus, les atrocités de Staline furent reléguées au second plan. Le besoin d'alliance politique pendant la guerre froide signifiait que les crimes de Staline étaient souvent ignorés. Pendant de nombreuses années, l'Union soviétique réussit à maintenir l'image d'un État fort et unifié, même si des millions de ses propres citoyens avaient été tués ou déportés sous le règne de Staline. Mais la vérité ne pouvait pas rester cachée pour toujours. Après la mort de Staline en 1953, un lent processus de révélation de ses crimes commença. Le discours secret de Nikita Khrouchtchev en 1956 dénonça publiquement certaines des actions de Staline, y compris les purges, mais de nombreuses atrocités les plus graves restèrent dissimulées pendant des décennies.
Ce n'est qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 que les historiens et chercheurs commencèrent à explorer pleinement l'étendue des politiques génocidaires de Staline. Les archives furent ouvertes, les survivants racontèrent leurs histoires, et l'ampleur réelle des souffrances devint connue. La lutte pour la reconnaissance des génocides de Staline, en particulier de l'Holodomor, se poursuit encore aujourd'hui. L'Ukraine, qui a subi le poids des politiques de collectivisation forcée de Staline, a mené le combat pour obtenir une reconnaissance internationale de l'Holodomor en tant que génocide. En 2006, le Parlement ukrainien déclara officiellement l'Holodomor comme un génocide. Et depuis lors, plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et la Pologne, ont suivi le mouvement. Cependant, la Russie continue de nier que la famine était un acte délibéré de génocide, soutenant qu'il s'agissait d'une conséquence tragique mais non intentionnelle des politiques agricoles soviétiques. Le silence qui entourait autrefois les génocides de Staline commence peu à peu à se briser, mais la lutte pour une pleine reconnaissance et responsabilité est loin d'être terminée. Au fur et à mesure que de nouveaux documents sont découverts et que les survivants partagent leurs récits, le monde commence à comprendre l'ampleur réelle des crimes de Staline. Mais pour beaucoup, les cicatrices de cette époque sont encore vives et la quête de justice se poursuit.